La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Alors c'est quoi les interviews d'Eric Cooper ? Eh bien sachez que c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celle qui est actrice de ce podcast aujourd'hui, eh bien notre petite citation, vous le savez, chaque fois, avant chaque podcast, une petite citation en rapport avec notre actrice du podcast. La chanson est dans le quotidien de chacun. C'est sa fonction, sa force sociale, satirique, révolutionnaire, anarchiste, gai, nostalgique. Elle ramène chacun de nous à son histoire. Et c'est une citation de la chanteuse Barbara. Et justement, c'est une chanteuse qu'on va découvrir aujourd'hui. Elle s'appelle Maya Nashoba. Alors, qui est Maya Nashoba ? Eh bien, avant tout, c'est un équilibre subtil entre sensibilité et force intérieure, doute et espoir, calme et passion. Elle est auteure, compositrice, interprète d'origine belgo-turque. Elle nous amène dans son univers de chansons françaises, pop-folk, aux accents turcs. Elle livre simplement et sans retenue, tantôt ses élans, tantôt ses trébuchements, et tutoie son public en l'amenant dans des moments suspendus d'authenticité. La première question que j'ai posée à Maya, c'est un mot pour qu'elle puisse se définir. Un mot? Oh my god, humain, c'est le premier qui me vient, humain, parce que je suis un humain. Alors, est-ce qu'il y a un moment ou un événement qui a déclenché votre envie de chanter ? Je faisais du piano quand j'étais petite. De mes 6 ans à 10 ans, j'ai fait du piano et je me rappelle que ma prof de piano me donnait des chansons à jouer avec un texte, enfin avec des mélodies vocales. Et je me rappelle que j'arrivais pas à faire les deux en même temps, que j'arrivais pas à chanter et jouer du piano en même temps. Et je me disais, oh zut, le piano, en fait, je préfère chanter. Alors, la musique, c'est vraiment une passion pour vous ? Oui, bien sûr, oui, c'est une vraie passion. Un jour, Maya est devenue Maya Nashoba. Pourquoi est-ce que vous avez changé de nom ? Parce que des Mayas, il y en avait plein. Il y en a toujours plein sur le Spotify et les plateformes. Et donc, c'était pas assez unique, entre guillemets, et j'étais pas trouvable en tant qu'artiste. Et donc, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de pousser ma réflexion d'identité artistique un peu plus loin et de me dire, OK, si je dois changer de nom, vers quoi j'irais pour être plus fidèle à moi-même et me rapprocher de moi encore. Je me suis rendu compte que j'avais envie de garder Maya parce que c'est déjà mon surnom et c'est qui je suis et j'avais envie de garder Maya. Et donc je me suis dit, OK, je peux trouver un nom de famille, un deuxième nom pour faire un double nom d'artiste. Et donc voilà, j'ai toujours été très attirée par la culture amérindienne, ce qui est sauvage, l'Amazonie, tout ça. Et du coup, Nashoba, ça veut dire loup en amérindien. Parce que voilà, j'ai toujours été très proche des animaux en général et le loup m'est venu dans ma tête il y a 2 ans, est venu m'appeler. Donc voilà. À 21 ans, vous avez fait un burn-out et ça, vous avez failli tout arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je pense que, oui, c'est un peu à la mode de dire ça dans le sens, ça arrive qu'on se rend compte en fait qu'on fait les choses pour les mauvaises raisons et donc avec une mauvaise intention. Et en fait, je faisais trop et je voulais tout faire en même temps, mais j'étais surtout à la recherche de performance pour avoir en retour évidemment la reconnaissance et l'amour qu'un artiste ou un humain aurait besoin et envie. Et du coup, je faisais beaucoup trop et j'étais jamais comblée de tout ce que je faisais, j'étais jamais contente, jamais satisfaite. Et bien à un moment, le corps, c'est plus possible de continuer. Et donc ça m'a permis de me poser des questions un peu plus profondes sur qui j'étais, ce que j'avais envie de faire et pourquoi je le faisais. Et alors après cette épreuve, comment vous vous êtes remis en route ? Ça a pris beaucoup de temps et encore maintenant, je suis très heureuse, très épanouie dans ma vie, mais il y a encore, parfois de temps en temps, je sens que je suis de nouveau dans des démarches je fais pas toujours les choses pour les bonnes raisons et c'est pas grave, ça arrive. Pour moi, le principal, c'est de m'en rendre compte et d'essayer d'être humble et de me pardonner moi-même et d'avancer et changer mon regard sur les choses. Mais sinon, ça a mis beaucoup de temps. J'ai essayé plein de thérapies différentes parce que j'avais vraiment envie de me sauver et d'aller mieux. Et j'étais persuadée que ça valait la peine de vivre, même si c'était vraiment pas toujours ce que je pensais. Et donc, ce qui m'a vraiment aidée, c'est la spiritualité, la retraite, la méditation et tout ce monde-là. Le bouddhisme m'a sauvée, ouais. Et la musique, est-ce qu'elle vous a aussi aidé à vous trouver ? Non, c'est pas la musique qui m'a aidée à me trouver. La musique, c'était comme une porte d'entrée pour commencer cette recherche, on va dire ça comme ça. Vous avez changé de coiffure aussi avec le changement de nom. Pourquoi ce changement de coiffure ? Le changement de coiffure, il date de 3 ans, c'était en 2018, bientôt 4 ans du coup.
Et ça, c'était 1 an avant le burn-out et c'était un peu le début. Je ne m'en rendais absolument pas compte, mais j'en avais trop, j'avais trop de choses et j'avais ce mouvement de j'ai besoin de passer à autre chose, besoin de laisser l'ancien derrière moi, besoin d'un renouveau, une renaissance. Et l'acte de se raser la tête, c'était vraiment pour moi laisser des choses s'envoler derrière moi, quoi. La première chose que vous faites en vous levant le matin, c'est quoi? C'est aller aux toilettes et me laver le visage. Et dans la journée, est-ce que vous avez des rituels, des choses que vous faites à heure fixe? Pas à heure fixe, non. Je fais du yoga au quotidien, 5 fois par semaine. J'aime beaucoup aller marcher, j'ai besoin de marcher, même si c'est le tour du bloc 15 minutes, mais le fait de marcher dehors, dans les champs plutôt que... là, parce que je suis une bosseuse et parfois je bosse trop et du coup je me dis, ok, pas oublier de faire ce qui est bon pour mon corps et pour mon esprit. Est-ce qu'il y a des odeurs ou des parfums qui vous émeuvent? Par exemple, quand vous rentrez dans un endroit, certains parfums, certaines odeurs vous rappellent peut-être des souvenirs. Et si oui, quels sont ces parfums et quels sont ces souvenirs? Je suis une grande fan de chocolat et du coup quand je rentre dans une chocolaterie ou quelque chose comme ça, une pâtisserie, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis en train de me sevrer du sucre, du coup c'est vrai que les boulangeries où on sent vraiment la crème pâtissière et c'est un sucre un peu gras comme ça commence petit à petit à me repousser. Sinon la première chose qui me vient c'est oui le chocolat et puis j'aime beaucoup les huiles essentielles. Ma mère a toujours utilisé beaucoup les huiles essentielles et dès que je sens les huiles essentielles, ça me fait penser à ma maman. Et vous avez un parfum préféré? Non, ça j'ai pas. En général, les artistes aiment laisser une trace. Alors, on va se projeter en 2121, donc en 2121. Qu'est-ce que vous aimeriez bien laisser comme trace dans un siècle que si des gens écoutent dans un siècle vos chansons, qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'ils pensent de vous? Ça, c'est une question qu'on m'a jamais faite, mais c'est très intéressant comme réflexion. Mais je ne sais pas si j'ai envie de laisser un souvenir, on va dire, hyper interplanétaire ou global. Je pense que tant que j'ai touché certaines personnes que j'ai croisées en rue ou que j'ai rencontrées via, je pense que les petits gestes peuvent avoir énormément d'impact et ça, c'est pour moi le plus important. Et il suffit qu'il y ait peut-être 1 ou 2 personnes qui te disent « Ah, un jour à cette soirée, j'ai rencontré cette nana et j'ai compris ça sur moi. » Ça, pour moi, c'est déjà tout gagné dans le sens où j'ai pas besoin de conquérir le monde. Je pense qu'avec vraiment des petites actions, on peut faire beaucoup. Et pour la question d'avant, j'ai oublié de dire le foin et le crottin de cheval. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est dès que je rentre dans une écurie, c'est mon univers et mon espace. Quand vous croisez des gens, qu'est-ce qui fait qu'ils vous séduisent ou pas? Qu'est-ce qui a le pouvoir de vous séduire chez une personne quand vous les rencontrez? J'ai envie de dire le naturel et l'originalité, les gens créatifs. J'adore les gens qui sortent du lot, quoi. Les gens bizarres. Je kiffe les gens bizarres, vraiment. Ouais. Si vous deviez partir sur une île déserte et qu'on vous dit, voilà, vous pouvez emporter un livre, un CD et un film, ce serait quel livre, quel album musical et quel film? Je pense que le livre, ce serait Le pouvoir du moment présent. Le film, ce serait soit Dirty Dancing ou bien Mamma Mia, je ne sais pas. Et c'était quoi le troisième? Alors, un film, un livre et un CD. Ah oui, et le CD... la première qui me vient en tête, c'est le best-of de Joe Dassin. Bon, je pense que j'en aurais peut-être marre après 3 jours, mais voilà, c'est impossible de dire le CD, il y en a beaucoup trop. Alors, vous venez de sortir un single qui s'appelle Les Mains. Quelle histoire raconte cette chanson? C'est un texte, la partie française du texte a été écrite par mon arrière-grand-mère il y a de ça 30 ans. Et c'est un texte qui parle des mains, qui parle de la beauté des mains, des mains qui sont créatives, qui créent. Moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai tout de suite eu plein d'images en tête, des mains qui cuisinent, qui font de l'art, qui jouent de la guitare, du piano. Et puis, ce texte m'a vraiment touchée aussi pour la communication non verbale. Quand on parle avec nos mains. Quand on dit bonjour, c'est avec les mains. Et les mains peuvent exprimer énormément de choses de manière non verbale entre êtres humains. Et même avec les animaux. Et ça m'a vraiment fascinée. Je suis vraiment fascinée par le corps humain et la communication. Dans cette chanson, est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de faire passer? C'est un peu un honneur aux mains et à notre corps humain qui est en bonne santé et qui nous permet de communiquer. C'est un peu pour moi, oui, un hommage au corps humain et à la nature que nous sommes, à la race humaine, et puis aussi aux mains qui m'ont aidée. Dans le pont, à la fin du morceau, je remercie un peu les mains qui ont mis leurs mains à la pâte pour moi, pour mon projet, pour ma vie. Et donc, j'ai envie de remercier ceux qui m'ont aidé dans ma vie. Dans cette chanson, vous vous exprimez aussi en turc.
Est-ce que justement c'est pour exprimer vos deux cultures? Oui, parce que ça fait partie de moi. C'est vrai que je parle pas couramment turc, je ne lis pas de livres en turc, enfin voilà, je suis pas hyper au courant de toute la culture turque, mais ça fait partie de moi et depuis jusqu'à mes 18 ans, j'allais 4 fois en Turquie par an et donc voilà, ça fait partie de moi et c'était important pour moi de chanter en turc avec une petite touche, pas 50-50, mais une petite touche en turc, c'est qui je suis, quoi. Ce single, est-ce que ça veut dire qu'un jour il y aura un album? Parce qu'en fait, cette chanson est extraite d'un de vos anciens albums aussi. C'est ça, donc c'est une chanson qui est sur mon deuxième EP qui s'appelle En chemin, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Et j'avais vraiment envie de le sortir comme single parce que j'aime beaucoup cette chanson et je trouvais qu'il avait un potentiel d'en faire un clip. Enfin, j'avais très envie d'en faire un clip. Et donc oui, effectivement, il y a un album qui suivra. Désolée, il y a la musique en même temps, ça me dérange un peu. Oui, donc quand j'étais pas bien, justement en dépression et en burn-out, j'ai écrit une quinzaine de textes et donc voilà, et donc j'y travaille et donc ça sortira dans une bonne année. Et est-ce que musicalement, il sera différent de ce que vous avez fait avant? Ce sera la continuité dans le sens où ce sera toujours moi, mais ce sera moi 2.0, on va dire ça comme ça. Ce sera un peu plus produit et un peu... Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Quand on est artiste, est-ce que c'est difficile de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Est-ce que les deux ne se mélangent pas parfois un petit peu? Oui, même beaucoup, surtout que je travaille avec des gens proches. Je travaille avec mon ex-compagnon, avec ma maman maintenant, on travaille ensemble et c'est des amis avec lesquels je travaille. Et puis quand on est artiste, on ne travaille pas de 9 à 17 heures du lundi au vendredi. C'est le samedi à minuit, on a une idée, on se lève, on brainstorm et je passe beaucoup de temps dans mon cahier à écrire, faire des flèches, des schémas, des listes. Et noter plein d'idées, tout ce que j'ai. Voilà. Mais c'est vrai que je m'arrête jamais de réfléchir à mon projet. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup de bien ces derniers temps d'apprendre à me prendre un week-end, 2 jours. Ok, je réfléchis pas à mon projet, je vais m'amuser, je passe du temps avec mes amis, faire ce qui me plaît autre que travailler sur mon projet. Parce que prendre du recul, c'est vraiment nécessaire et quand on est artiste, tout est vraiment mélangé dans la tête. Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous auriez pu faire un concours comme The Voice? J'aurais pu, mais voilà, ça s'est pas fait. Quand j'avais 16 ans, c'est quelque chose qui m'attirait très fort. Et après mon école de musique en France, vers 18 ans, je m'étais inscrite en Belgique et voilà, j'ai pas été prise et c'est pas plus mal. J'ai rencontré mon manager pas longtemps après et j'ai fait plein de concerts. Mais voilà, maintenant c'est plus trop ce qui m'attirerait. Peut-être une émission comme The Artist plutôt, oui, le nouveau truc en France là, sur les artistes avec leur composition, ça a l'air intéressant, mais sinon, voilà. Comment ça se passe, la relation avec un manager? Est-ce qu'il vous laisse beaucoup de liberté ou bien c'est lui qui décide un petit peu de tout? Ça dépend évidemment dans tous les cas. Moi ici dans mon cas, quand j'ai commencé, c'était Piwi Lemans, mon manager, qui s'occupait aussi un peu de l'écriture, du booking, il était musicien aussi dans le projet, donc il avait vraiment plein de casquettes et c'était mon pilier, mon point de référence. Ça fait 20 ans qu'il est dans la musique et il a toujours été très humain, très authentique, très simple et très brut avec moi et très honnête et ça m'a fait énormément de bien de commencer, on va dire, ma carrière avec quelqu'un comme lui et lui il m'a beaucoup aidé, aiguillé et il a senti ce qui j'étais, je pense, même avant que moi je sache. Et il a su vraiment diriger mon projet en me conseillant certaines choses. J'ai toujours eu le choix de tout ce que je voulais, mais il me conseillait vivement en fonction de ses expériences et de comment il voyait le projet pour moi. Et je l'ai toujours vraiment fait confiance. Et voilà, il s'est détaché du projet parce qu'il avait d'autres priorités, son projet personnel à lui. Et donc c'est ma maman qui a repris et donc ma mère elle s'occupe de tout ce qui était administratif, trouver des subsides, trouver des idées parce qu'elle est super intelligente, elle a l'esprit pratique et donc voilà, c'est moi qui me manage un peu moi-même pour ce qui est de la carrière artistique. Mais sinon, avoir une personne avec laquelle échanger, c'est très chouette. Surtout que ma mère, c'est ma première fan, avec ma grand-mère. Et elle est passionnée, elle adore, elle a toujours aimé la musique, l'art, la culture, les stories, success stories, les documentaires, tout ça, elle adore. Donc elle kiffe vraiment l'aventure qu'on vit ensemble. Alors une dernière question. Est-ce que justement, il y a une question que vous n'auriez pas voulu que je vous pose? Que je n'aurais pas voulu... que vous avez déjà posé? Non. Ah oui. Quand vous êtes arrivé à l'interview, est-ce que vous dites « Oh, j'espère qu'il ne va pas me poser cette question-là » Il n'y a rien qui me vient en tête. Ça ne m'est jamais arrivé de se... Là, comme ça, j'ai rien en tête. Je peux réfléchir parce que c'est intéressant. Hein. Non, il n'y a rien qui me vient comme ça. Je pense que j'étais assez paisible et confiante.
Merci Maya Nashoba d'avoir accepté dans cette belle ville de Louvain-la-Neuve, accepté donc que je vous interviewe. Alors avant de vous quitter, vous, auditeurs ou auditrices, eh bien 2-3 petites choses. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous aussi, ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication des prochains interviews, donc dans le cadre des interviews d'Eric Cooper. Je voudrais aussi vous rappeler que si vous souhaitez être tenu au courant de l'actualité de Maya, eh bien mayanashoba.com, c'est son site internet. Allez, sur ce, je vous quitte. Merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et puis, à très bientôt. Ça y est, c'est fini.